Alors, je m'appelle Eri Maefantsou Rakoutoumang. Je suis philosophe de formation, mais aussi dans les travails sociaux. Et je suis une manager d'une petite ONG. Je fais partie du mouvement chrétien de cadres professionnels qui est affilié à Pax Romana. J'ai été présidente nationale du mouvement chrétien et après mon mandat, j'ai intégré l'équipe de la société civile, l'organisation de la société civile des Nations Unies, pour que nos actions, pour que l'action d'MCCP ne soit plus isolée, mais avec la société, pour que nous faisions partie de la société civile malgache. Euh, voilà, donc je suis ici à Genève parce que j'ai été désignée par l'organisation de la société civile malgache pour représenter justement la société civile à la présentation de l'examen périodique universel. Comme j'ai été partie prenante de la rédaction du rapport de la société civile, donc c'est pour cette raison qu'il y a eu une désignation de représentants, donc c'était tombé sur moi. Bonjour, je m'appelle Anne Chabakul Nirid Ramanakilal. C'est un peu long comme nom, mais bon, c'est malgache. Et donc, je suis ici, je suis juriste de formation. J'avais un cabinet juridique depuis, 1997. Et en 2004, quand j'ai vu toutes les sortes de problèmes qui sont venus dans mon cabinet, je me suis dit que il vaut la peine de se convertir à d'autres vocations comme la défense des droits de l'homme. C'est pour ça que moi j'ai créé mon propre association qui s'appelle Association Vie-Neuve en 2004. Et au début c'était juste pour la défense des droits de la femme, parce que ce sont surtout des femmes qui sont venues dans mon cabinet, qui demandent de l'aide, qui sont vraiment victimes de toutes sortes de violences. Et au début, donc, cette association travaillait sur les droits de la femme. Et puis j'avais eu l'occasion quand même d'aller à New York, et c'était là que j'ai pensé à élargir les activités de mon association. Une fois que je suis rentrée à Madagascar, je me suis lancée spécialement dans les droits de l'homme et protéger les victimes, surtout les gens vulnérables de, de toutes sortes de victimes de violences des droits de l'homme, de violations des droits de l'homme. Et voilà, je suis aussi, donc je suis la présidente de cette association Vie-Neuve, qui est une des organisations de la société civile œuvrant pour les droits de l'homme à Madagascar, que nous appelons OSCDH. Et je suis aussi membre du groupe, donc c'est pas moi, c'est l'association qui est membre du groupe du travail malgache sur les droits de l'homme, qui travaille avec l'ambassade américaine à Madagascar, et on appelle GTDH. Donc je suis ici suite à une invitation de la CETIM sur un grand événement de l'examen périodique universel sur le cas de Madagascar. Et je crois, je pense, j'espère que ça va avoir un impact sur les futures situations des droits de l'homme à Madagascar. Voilà, merci beaucoup. Si je peux rajouter quelque chose. Alors, je suis ici parce que c'est une grande première pour la société civile malgache de participer à cet événement, mais aussi à avoir soumis un rapport. Donc, c'est la première fois que la société civile présente donc un rapport alternatif sur donc, la mise en œuvre des recommandations précédentes. Donc, on va parler un peu de situation de Madagascar. Je préfère plutôt parler des droits économiques, sociaux et culturels. Parce que ça, on voit souvent que c'est le droit civil politique qui est privilégié par l'État
et non les droits économiques, sociaux et culturels. Et moi, je me suis plutôt spécialisée sur ça. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important les droits économiques, sociaux et culturels de l'homme, de la population malgache. Parce que tout dépend de ses droits, du respect et de la défense de ses droits. Et de toute façon, c'est l'obligation de l'État de protéger ses droits. Et ces droits sont prévus dans la Constitution malgache, hein, article 17 jusqu'à 39. Et encore, Madagascar a ratifié le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels qu'il faut maintenant appliquer, mettre en œuvre effectivement et concrètement. Parce que pourquoi? Tout dépend des droits économiques, sociaux et culturels. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de se loger, les gens ont besoin d'avoir accès à l'eau potable, ce qui est actuellement un vrai problème à Madagascar. Or, l'eau devrait être un droit, est considéré comme un droit fondamental, qui doit être inscrit, intégré dans la Constitution. Et voilà, c'est le droit à la vie par excellence. Les gens ne cherchent pas beaucoup de choses, juste un toit convenable, un logement convenable à habiter, parce que mais il ne suffit pas, hein, il ne suffit surtout pas que le logement a un toit et un mur. Il faut que les gens vivent dans la dignité, dans leur dignité. Moi, je me bats sur ces droits économiques, sociaux et culturels. Et moi, j'invite l'État à vraiment respecter, à vraiment travailler sur ces droits économiques, sociaux et culturels des gens. Si les droits économiques, sociaux et culturels sont respectés, la prison n'est pas surpeuplée. Il n'y a pas de risque à la surpopulation incarcérale. Seulement, on ne s'occupe pas trop, on s'occupe trop de la politique à Madagascar. Et ça, moi, je ne trouve pas qu'il faut maintenant changer de stratégie. Il faut maintenant changer de politique nationale. Et maintenant, à l'ère de l'émergence des organisations de la société civile, comme acteur clé de développement, tout État qui se veut être démocratique devrait conduire sa politique à la création d'une nouvelle culture qui soit respectueuse des droits de l'homme. Et donc, certes, ce concept du droit de l'homme est un peu réel et à la fois antinomique, mais l'État devrait réaffirmer son engagement à respecter le droit de tout individu de vivre dans une liberté plus grande, dans la dignité et dans la liberté, à l'abri de la peur, de la faim et du besoin, à garantir les citoyens toutes les jouissances de leurs droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux. Et dans un gouvernement efficace, bien sûr, parce que ça exige un gouvernement efficace et transparent, redevable de sa gestion envers les citoyens. Merci. Effectivement, donc je confirme tout à fait ce qu'a dit ma collègue. Et en exemple, parce que à Madagascar, la population est tellement pauvre. En fait, il y a deux niveaux. Il y a une façade où l'on voit les maisons, les belles maisons qui se construisent à chaque coin de rue, les immeubles, les voitures 4x4 qui sillonnent toutes les rues. Mais en arrière-plan, la masse populaire qui vit dans l'extrême pauvreté, dans le misérabilisme, même si j'ose le dire. Parce que, comme elle a dit tout à l'heure, même le droit à l'eau, vraiment, ça fait défaut. Il y a des kilomètres de barils qui attendent l'eau. Des bidons. Des bidons pour attendre l'eau d'une pompe dont on ne sait pas à quelle heure ça va marcher. Donc, bon, ça c'est l'eau, mais il y a aussi l'électricité qui est coupée à chaque instant. Donc, on reste dans le noir, il n'y a rien. Et parfois, quand l'électricité revient, parfois ça bousille les appareils. Quand on se plaint, il n'y a personne qui prend en compte. Et donc, le peu que les gens ont sont détruits encore aussi par les responsables de cette... de l'électricité. Et de plus,
avec cette histoire de multinationales qui, en ce moment, Madagascar, en ce moment, il y a bien sûr, par prétexte que c'est pour donner du travail, donc il y a beaucoup de multinationales. Mais c'est aussi pour exploiter les richesses de Madagascar. Parce que ça, c'est vraiment l'absurdité. C'est l'absurdité malgache. Parce que c'est un pays tellement riche, avec une population tellement pauvre. Et ce qui est vraiment absurde. Donc il y a les grosses multinationales qui sont là. Et il y a le gouvernement qui ne fait rien. Il y a aucune ristourne. Il n'y a, il y a aucun impact sur la vie de la population. Il y a toutes ces richesses qui sont exploitées. Et de même aussi par rapport à la sécurité. Les gens se font tuer dans leur propre maison parce que il y a les bandits qui ne sont plus, qui sont peut-être protégés, je ne sais pas, mais qui n'ont plus peur, même en plein jour, d'attaquer une maison. Et la police n'arrive que quand les faits sont déjà faits. J'ai dit la police, mais les forces de l'ordre. Donc voilà. Donc il y a vraiment il y a l'insécurité totale, il y a la pauvreté totale, il y a le prix du coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Donc tout ça, donc ce qui est un peu désolant, c'est que ça n'a pas été vraiment souligné au cours de cette présentation. Et le rapport de l'État, la promesse de l'État, donc n'a pas vraiment souligné quelles sont les mesures que l'État pourrait prendre donc, pour endiguer tout ça, toute cette pauvreté. Et alors que on sait très bien que, bien sûr, Madagascar est un État démocratique. Et quand on dit démocratique, c'est le peuple qui doit être mis en avant. Mais là, le peuple est oublié. Et il est laissé, la majorité de la population est laissée pour compte. Alors, à Madagascar, donc, il y a les multinationales qui viennent exploiter donc, les richesses minières, les ressources naturelles. Donc, en fait, par rapport à la législation, donc, ils ont le droit aussi quand c'est l'État qui leur donne l'autorisation, mais seulement, en principe, il devrait y avoir donc une consultation, une concertation avec la population locale. Ce qui n'a pas été, ce qui n'est pas fait. Sinon, ça a été fait, mais de manière vraiment sommaire. Quelques personnes qui acceptent de signer un compromis, comme quoi, voilà, il y a un accord établi. Et donc, les terres donc, sont accaparées, où on demande à la population de quitter les lieux parce qu'il y a besoin d'exploiter cette situation. Donc, de plus en plus, il y a une demande, il y a une revendication de la population pour ne parler que le cas de Base Tuliar. Donc, dans le sud, il y a une extraction de terres rares, de sable d'ilménite, donc qui est vraiment toxique, qui est radioactif et que la population ne refuse parce qu'ils disent non, nous on vivait mieux. S'ils vont vraiment nous aider, aidez-nous à cultiver la terre, mais pas à nous chasser pour nous prendre nos terres, justement. Donc, et l'État, donc, sur ce coup-là, bon, qui ne dit rien. Et tout récemment, donc, il y a eu aussi donc, une revendication de la population pour prendre les rizières des gens pour un projet d'utilité publique. Alors qu'on connaît que les rizières, donc c'est vraiment la source de revenus, et même pas de revenus, mais de subsistance donc, des gens. Donc, pour le moment, donc, le projet s'est arrêté parce que tellement, il y a la société civile qui est dessus, il y a les droits de l'homme qui est dessus, donc ça a été en suspens. Mais qu'est-ce que ça va... est-ce que ça va vraiment s'arrêter ou est-ce que ça va être pris en compte? Ouais. Donc, Ça y est.
Oui. J'aimerais un peu ajouter sur cette situation préoccupante de litige foncier, si on peut parler de litige foncier, dont fait partie les sociétés multinationales. Le grand problème, c'est d'abord, il y a trop de textes concernant les statuts de la terre à Madagascar. Il y a beaucoup de textes qui régissent les terres, la terre. Et c'est ça, le grand problème se pose là-dessus. Parce qu'une fois qu'il y a multiplication des textes, on a toujours de confusion, de problèmes de confusion. Ça provoque toujours des confusions, des contradictions sur l'application de ces textes-là. Et le gouvernement n'arrive pas à trouver un texte unifié pour régler ce problème de litige foncier. Concernant les sociétés multinationales, ce sont surtout les sociétés multinationales qui tirent plus d'avantages de la situation du développement que les citoyens eux-mêmes. Et c'est ça qui font rebelle. C'est ça que les citoyens n'acceptent pas. Donc, moi, je trouve que s'il y aura un peu plus de bonne gouvernance, parce que tout ça, la cause profonde de tout ça, c'est la mauvaise gouvernance. Hein, c'est ma constatation. Donc, s'il y aura au moins s'il y aura une meilleure gouvernance, peut-être sur la gestion du foncier, c'est-à-dire que l'exploitation des ressources naturelles soit transparente, donc même le taux de chômage diminue, les revenus vont augmenter sur le long terme, il y a plus de stabilité politique. Et le système de santé, du bien-être. Moi, je parle toujours à partir de droits économiques, sociaux et culturels. Ce système de santé va être amélioré et tout ça. Il n'y aura plus de violence, les dalles qu'on parle tous les jours. Donc, le point, le secret, si je peux dire, c'est même pas le secret, c'est une bonne gouvernance. Et on n'a pas trop parlé de ça lors de l'EPU, hier, mais je trouve que c'est très important, plus qu'important, c'est cette situation, ces droits économiques, sociaux et culturels de la population. Voilà sur ça. Et mais développer, maintenant on parle toujours de développer, hein. Faut développer le pays jusqu'à ce qu'on fasse n'importe quoi, mais développer ne suffit pas. Il ne suffit pas de développer, il faut maintenant sécuriser et renforcer dans une société réconciliée tous les impacts concrets du développement. Donc il faut partir, il y a un début, il y a un commencement, il y a un départ d'abord. Parce que là, on est en train de sauter toutes les étapes pour avoir le développement, mais ce n'est pas ça. Il faut partir au début. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Il faut prioriser la politique, les programmes pour y arriver au développement et pour y arriver aux ODD. Maintenant, l'objectif, c'est l'objectif du développement durable. Et il y a quand même des voies à suivre, il y a des chemins. Et si on ne respecte pas ça, on rate toutes les occasions. Moi, je pourrais dire que là, par exemple, avec cet événement actuel, la présentation, donc l'examen périodique universel, je pense que si les recommandations qui vont venir vont être sérieusement priorisées par le gouvernement, en y mettant toutes les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre, je crois que tout pourrait s'arranger, tout pourrait aller pour le mieux pour Madagascar. Donc, moi, je pense que le respect, comme ma camarade a dit, de tous ces droits de l'homme, ça doit être une priorité des priorités.